Bonjour, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va être en extérieur. Bonjour mes chers compatriotes. Il fait pas très beau. J'ai été surpris par le temps et je suis obligé de faire mon direct en cours de chemin. Nous continuons avec la sensibilisation. Je ne pouvais pas parler aux gens du Nord sans toutefois m'arrêter dans la région la plus peuplée du Cameroun, la Damaoua. La sensibilisation que nous menons, elle permet de créer des débats. Et plus le temps avance, plus notre frustration continue. Parce que de plus en plus, nous remarquons que ce qui se passe au Cameroun est une manière indirecte de déshabiller le président Paul Biya, de l'humilier. Et franchement, nous ne croyons pas que c'est de cette manière que les choses doivent être faites. Le scandale qui est arrivé au Cameroun hier révèle beaucoup de choses. Et il est important d'en parler dans le cadre de cette sensibilisation. Parce qu'il reste quand même à M. Biya la qualité d'être le président de la République, malgré tous les efforts que nous faisons pour le mettre hors du système, de faire arrêter le système, de faire changer le régime en 2025, il est aussi de notre devoir de garder la dignité de la fonction et d'interpeller tous ceux qui nous entendent parler depuis un certain temps, en leur disant que depuis nous le disons, nous sommes sortis pour dire ce que vous voyez comme scandale au boulevard du 20 mai. Nous nous sentons investis parce que le pays est à un tel niveau que on est en train de vivre presque des situations que d'autres pays ont vécues. On dirait le syndrome Grace Mugabe. On dirait que Chantal est en train de manifester le syndrome Grace Mugabe. Parce que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible d'humilier toute une nation, la fonction de celui qui est censé représenter le Cameroun. Bon, si on en arrive jusqu'aux voitures, imaginez-vous les stylos, imaginez-vous les codes des coffres, les secrets d'État. Non, il va vraiment falloir que tout le monde se réveille pour que on essaye d'accentuer le message, parce que ça va de mal en pire. Pour l'image du Cameroun en général, et nous sommes tous copropriétaires de ce pays, ce n'est pas possible. Vraiment, c'est très choquant de voir à quel point on veut déshabiller M. Paul Biya pour lui ôter le simple fait même s'il a été simple homme d'État, il lui reste quand même cette dignité de l'accompagner de manière humaine. Pourquoi Chantal fait ça? Pourquoi se sent-elle obligée de faire ça?
Les populations doivent comprendre que, oui, la situation est grave. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse et que tout le monde s'apprête. J'ai décidé de m'arrêter en Ngaoundéré parce que Ngaoundéré est une ville symbolique. Pour ceux qui dorment en pensant à l'avenir du Cameroun, ceux qui essaient de comprendre comment fonctionne un peu le Cameroun, Ngaoundéré pour moi, au fait, c'est le centre du Cameroun. C'est d'abord la région la plus peuplée du Cameroun, l'une des régions les plus peuplées, et c'est le centre véritable du Cameroun. D'ailleurs, il a sa réputation d'être le château d'eau du Cameroun, parce que c'est à partir des montagnes de cette région que le fleuve de la Benoué est fourni. Tu as le bassin du Niger, je crois. Tu as même la Sanaga. Donc, c'est cette région qui est le château d'eau de notre pays. Et que dans les réflexions qui pourraient venir à nos descendants, il n'est pas impossible que Ngaoundéré devienne la capitale, l'une des capitales de ce pays, parce que Ngaoundéré mérite amplement. C'est ici, à Ngaoundéré, qu'est le carrefour de toutes les couches du Cameroun se croisent ici à Ngaoundéré. C'est vraiment très symbolique. Et moi, ça ne me choquerait pas de voir, dans le cadre du changement, quelqu'un qui dit réfléchissons à transférer soit la capitale économique, soit la capitale politique à cet endroit. Ce ne serait que justice. Et ça pourrait même équilibrer les forces endogènes et enlever une pression à cette localisation de la capitale politique au sud et de la capitale économique au littoral. Bref, ça, ce sont des réflexions pour l'avenir, on n'en est pas là. La situation qui prévaut actuellement, c'est celle qui consiste à accentuer notre envie de dire au président de la République de ne pas se présenter, de ne pas laisser son nom comme candidat à l'élection de la présidence de la République, parce que la scène d'hier, à la limite, elle manifeste même tout ce qu'on dit. Selon le déroulé, quand madame est sortie, monsieur dormait. Il se reposait encore. Et quand il est arrivé, il a demandé où elle était. Après, il s'est mis à visionner. Et c'est à la télévision qu'il s'est rendu compte de l'incident. Ça, c'est en quelque sorte la chronologie du déroulé. On ne va pas confirmer que c'est lui-même qui a créé au scandale, mais l'entourage protocolaire s'est rendu compte que la voiture de la fonction était usurpée en mondovision devant tout le monde. Cet acte est très grave. Donc, dans ces moments de lucidité, les choses ont été rectifiées de manière villageoise, bien sûr. Hein. Quand on se retrouve face à un acte villageois, on est obligé de chercher à corriger les choses de manière sommaire et se retrouver avec la voiture de notre chef d'État sans plaque d'immatriculation, ça fait quand même bizarre. Ça fait bizarre. Et franchement, ça nous met en colère. Ça nous met en colère parce que on ne doit pas en arriver là. On ne doit pas en arriver là. Il faut que chacun se maîtrise dans la position qui est la sienne au niveau du Cameroun et de ne pas croire que le Cameroun, c'est si petit que ça. Non. Dans la région de l'Adamaoua où nous sommes, il y a deux personnages très discrets. Parce que ici, je suis dans la région de Feu à la Diabo. Tout le monde connaît ce patriarche et la réputation de grand commerçant, d'homme intègre et d'une qualité de quelqu'un qui n'a pas fait trop de vagues dans sa vie. Bon, nous nous disons que c'est le fait de ne pas chercher à trop se faire des ennemis que lui aussi a mis ses services au profit du pouvoir, parce que M. Ala Diabo était lui aussi
un très grand soutien et sa famille est aussi grand soutien du RDPC. Mais nous comptons sur la sagesse des personnes de ces régions parce que c'est des personnes qui ont su s'adapter à beaucoup de situations. Donc, en leur disant que tel que nous, chacun en fonction de sa position, voit l'état du pays, nous estimons que le changement est plus qu'inéluctable en 2025. Donc, ici, la sensibilisation doit plutôt concerner toute cette jeunesse qui est nombreuse et qui doit normalement faire basculer la chose. Pour l'instant, nous parlons chacun de notre côté. Mais j'espère sincèrement que une organisation se mettra en place pour qu'on puisse avoir plus d'impact que les simples paroles que nous menons. C'est une histoire d'ensemble. Nous qui sommes dans la diaspora, nous pouvons avoir des possibilités d'apporter des impacts vraiment importants pour préparer ce changement et expliquer à tout le monde d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et on parlera aussi de la sécurisation du vote. J'expliquais donc que une ville comme celle de Ngaoundéré est une ville où on devrait voir des milliers et des milliers d'emplois. Parce que comme on vous a dit, c'est une ville qui est riche en eau. Et que si ce n'est que pour de l'embouteillage d'eau, ici on devrait avoir au moins 3 ou 4 sociétés qui se partageraient le marché. Et qui permettraient bien sûr d'écouler le stock dans des zones où il y a des problèmes d'eau et puis d'entrer dans le marché de l'eau, parce que le marché de l'eau est véritablement une seconde solution par rapport à l'état de l'eau qui nous vient des robinets. Tant que l'État n'a pas investi sur le bon fonctionnement des centrales qui doivent traiter l'eau pour envoyer de l'eau potable aux populations, le marché de l'eau existera toujours. Et pour l'instant, il est à la limite monopolisé par des sociétés étrangères qui, bien sûr, profitent de ce vaste marché qu'est devenu le Cameroun au profit des forces étrangères. On voit bien que le pays est bradé en fonction des ressources qu'il y a à sortir quand on ira à l'Est. Et d'ailleurs, même ici dans la Damawa, on peut déjà commencer à parler de trafic d'or. Il y a beaucoup de trafic qui se passe dans la zone. Il y a un marché parallèle qui est entretenu dans cette zone parce que le Nigeria n'est pas loin. La Centrafrique a bien sûr sa voix ici. Le Tchad est plus haut. Vraiment, Ngaoundéré, c'est une ville stratégique au Cameroun. Que moi j'estime, c'est pour ça que j'ai insisté, j'estime que cette ville mérite mieux. Quand on regarde sa position géographique, ses richesses environnantes, Ngaoundéré, dans l'avenir, sera une ville très importante dans ce pays. On a aussi l'un des personnages les plus riches du Cameroun qui est de cette région, M. Nana Bouba, qui est très discret. Et qui sont des personnages, l'un des plus riches du Cameroun. Lui, si ce n'est mais l'un des plus riches. Normalement, il est originaire de l'extrême nord, mais c'est dans la région de l'Adamaoua que ce monsieur est installé et à qui nous pouvons dire sincèrement d'aider et de comprendre que le changement se fera bien sûr avec tout le monde. Ici dans l'Adamaoua, avant d'aller dans les zones qui sont plus critiques au niveau du nord et de l'extrême nord, nous savons qu'on a un éminent professeur, le professeur Nkouvondoké, qui travaille dans la région, qui lui aussi fait son travail de sensibilisation, parce que politiquement c'est un homme, c'est un centriste, donc on le sait assez impartial, et puis qu'il jouit d'une certaine expérience
qui nous permet de croire que la région est quand même bien... c'est une région multiculturelle. Entre les Fulbé, les Peuls, c'est vraiment une région où beaucoup de tribus se rencontrent. Donc c'est une région très riche pour notre pays. Je ne serais pas choqué d'entendre que la capitale politique vienne ici dans l'Adamaoua. Je ne serais pas choqué. L'Adamaoua mérite. Par rapport à Yaoundé, Yaoundé n'est pas le centre. Quoi qu'on dise, Yaoundé n'est pas le centre du Cameroun. C'est une vue coloniale qui a marché parce que ça rapprochait vraiment l'administration des ressources. Justement, pour baisser cette pression, ce ne serait pas complètement stupide de penser à la création d'une capitale dans cette région. Après, il appartient à ceux qui seront en responsabilité, qui seront ambitieux, hein, parce qu'il faut avoir de l'ambition pour entretenir un pays jeune comme le nôtre. Il faut faire travailler les gens. C'est comme ça que ça se fait partout. Il ne faut pas croire qu'on va continuer à vivre dans nos villes traditionnelles héritées par les colons qui sont vilaines comme tout. Franchement, moi je trouve que on ne travaille pas assez en Afrique pour valoriser l'habitat africain, alors qu'on a des matériaux, on a formé des ingénieurs, mais qui sont plutôt formés pour nous reproduire des maisons occidentales. L'habitat africain doit exister. Peut-être qu'il coûterait moins cher, qu'il serait plus beau. Nous avons nos goûts. Et l'Afrique de demain se construira, c'est ce que tout le monde dit, avec une empreinte africaine. Si maintenant notre rôle c'est de reproduire les holdings comme à New York et machin et dire que on est devenu riche parce qu'on a fait les mêmes choses, franchement ça n'a pas de goût. Le monde ne doit pas être uniforme. Les autres régions du monde essayent d'adapter le modernisme à leur culture. Vous allez chez les Arabes, vous verrez que l'habitat a un style arabe. En Chine, il y a un modèle chinois, au Japon, pareil. Dans toutes les civilisations, c'est comme ça. Quand on dit qu'on se coupe du colonialisme, il faut penser à tous les paramètres de la vie. Moi, je fais partie de ceux qui croient que ce sont les premiers arrivés qui ont été les mieux servis. Hein. Ceux qui sont arrivés en Afrique ont été les premiers arrivés sur Terre, je le crois sincèrement. C'est le seul endroit au monde où on peut mettre un grain de maïs, on enlève le goudron, mais on met un grain de maïs, ça pousse. On n'a même pas besoin d'arroser. C'est-à-dire que vous arrivez au milieu de la route ou bien sur le trottoir, vous enlevez le goudron. Dès que vous arrivez sur la terre, vous mettez 2 grains de maïs, vous n'arrosez pas, vous laissez juste là, dès qu'il pleut, après ça pousse tout seul. Il n'y a qu'en Afrique. Donc c'est pas normal que ces peuples-là subissent en même temps des carences alimentaires et tout ce qu'on sait. Tout ça, c'est la faute aux politiques. Il faut organiser les choses. Et on a l'avantage de voir des modèles qui sont déjà établis, où on peut apporter des jugements, prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas bon. Nous croyons, moi je crois beaucoup à cette jeunesse qui a la faculté d'atteindre le savoir plus rapidement que notre génération, grâce aux technologies. Je crois que notre jeunesse va se rattraper et va proposer des solutions meilleures pour le futur. Et je continue bien sûr à croire que le président Paul Biya ne sera pas candidat en 2025. Je ne sais pas pourquoi, mais je continue à croire, malgré tout ce qui se montre comme signe. Et d'ailleurs, il y a des signes positifs et des signes négatifs. Parce que même s'il voulait convaincre comment, l'incident d'hier sera
indélébile. Il restera dans l'histoire. Déjà que l'interprétation du 8 mars est complètement galvaudée. Nous sommes attaqués, nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. J'ai commencé le direct